Et c'est parti pour du coup cette deuxième table ronde de l'après-midi autour des enjeux climatiques. Pour commencer cette table ronde en guise d'introduction, on avait une petite question à vous poser sur Klaxoon. On va vous remettre le code qui est toujours le même que ce matin ou le QR code pour introduire cette session. Donc vous les avez à l'écran et la question qu'on a envie de vous poser pour introduire ce grand débat, c'est quel est selon vous l'acteur qui a la plus grande responsabilité dans la lutte face aux enjeux climatiques? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont les entreprises? Ou encore est-ce que ce sont les citoyens? Il vous suffit de vous connecter à Klaxoon. Vous connaissez maintenant par cœur de scanner le QR code ou bien d'entrer le mot de passe. Évidemment, dans cette transformation écologique, si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, respecter les engagements de Paris, on a besoin de tout le monde et l'action de tous et toutes est nécessaire. Mais on a envie de vous entendre sur qui, selon vous, a la plus grande responsabilité. Alors, pour l'instant, les entreprises arrivent en tête. On laisse encore quelques instants pour répondre à la question. Qui, selon vous, est l'acteur qui a la plus grande responsabilité dans la lutte face aux enjeux climatiques? Ouais. Un bon 50% quand même qui se mobilise sur les entreprises. Ce qui va animer notre grand débat tout de suite. On attend que tout le monde change de salle. Bon, je pense qu'on peut se stabiliser sur un 50% qui la plus grande responsabilité revient aux entreprises. Et après, ex aequo, le gouvernement et les citoyens. Mais encore une fois, on a besoin de toutes et tous. Du coup, pour ce grand débat, j'ai la chance d'accueillir Jean Moreau qui va modérer la table suivante. Et d'accueillir sur scène Arnaud Leroy, Estelle Braclianoff, Yannick Jadot, Julia Faure et Michel Papalardo. Bienvenue à tous. Et vous l'aurez compris, comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions en live sur Klaxoon. Belle plénière. Alors bonjour à tous, rebonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Jean Moreau, j'ai l'honneur de co-présider le mouvement Impact France avec Eva Sadoun, qui co-organise ces universités l'été depuis 3 ans. Et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour 1 heure autour du grand débat sur le Climate Act, avec un casting 5 étoiles que je vous présenterai dans quelques minutes. Et on m'a demandé 3 choses. Cet après-midi, on m'a demandé 3 choses. On m'a demandé premièrement d'expliquer en quoi ce sujet était urgent et important. Donc ça, c'est pas le truc le plus difficile qu'on m'a demandé ces dernières années. Je pense que le contexte parle pour le sujet. La multiplication des phénomènes météorologiques atypiques, je vais en citer 2. Il pleut au Groenland, donc voilà, première mauvaise nouvelle pour nous tous. Enfin, pas la première, justement, une énième mauvaise nouvelle. Et puis on a enregistré cet été, le 11 août, une température de 49 degrés à Syracuse, qui est un record historique en Europe. Donc ça plante le décor. Et évidemment, tout ça dans un contexte où on a eu le nouveau rapport du GIEC. Donc je pense que la question 1 peut être vite évacuée. Évidemment, ce sujet est urgentissime et importantissime et appelle un effort collectif colossal. Deuxième chose, on m'a demandé d'utiliser ma casquette d'entrepreneur à impact pour partager à mon échelle, à mon niveau, les raisons pour lesquelles ça ne va pas plus vite. Et pourquoi, alors que tout le monde est d'accord sur le constat, on met du temps à changer les modèles économiques, on met du temps à pivoter vers la transition sociale et écologique. Pourquoi il y a un tel décalage entre les ambitions et les actions? Alors si je peux le faire avec vous, je vais parler de ce qui m'est arrivé chez Phoenix. C'est une entreprise qui a 7 ans, une entreprise sociale qui lutte contre le gaspillage alimentaire. On donne une seconde vie aux invendus, notamment ceux de la grande distribution, qui avant notre arrivée sur le marché étaient souvent destinés à la poubelle, à l'incinération, à la destruction. Et on essaie de les détourner de ce canal-là en faisant 2 choses. On les revend à petit prix sur une application pour les consommateurs qui sont en quête de pouvoir d'achat. Donc ils peuvent racheter à J-1 ou J0 des produits à moins 50%. Et puis on flèche le reste vers les assos caritatives.
les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, dans une logique de solidarité. Donc on évite la poubelle, on avance vers le zéro déchet, et on est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc évidemment, on a une mission qui en elle-même lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas connu, mais le gaspillage alimentaire est un gros contributeur de GES, de gaz à effet de serre. C'est un tiers de ce qui est produit sur la planète qui n'est jamais consommé et qui part à la poubelle. Donc ça génère évidemment beaucoup d'externalités négatives de la production à l'extraction, transformation, logistique, mise en rayon et puis finalement à la poubelle, destruction. Si c'était un pays, le gaspillage alimentaire, ce serait le 3e producteur de gaz à effet de serre, juste derrière la Chine et les États-Unis. Donc ça plante le décor. Donc on a une action qui en elle-même lutte contre le gaspillage. Au-delà de cette mission, si je rentre un peu dans le détail des actions qu'on a mis en place chez Phoenix, qui est une start-up / PME de 250 employés, on a fait des choses qu'à mon avis il faut faire. C'est-à-dire qu'on a fait l'impact score. On est allé au bout de la certification B Corp. Donc on a passé le crible des 280 questions, dont beaucoup sont sur le volet climat, déchets, gestion du bilan carbone. On a interdit l'avion sur les transports internes pour nos commerciaux, nos chefs de projet, sur le territoire métropolitain. On a généralisé le matériel reconditionné pour tout le monde, les téléphones. Il y a plein de solutions franco-françaises qui existent et qui cartonnent sur la téléphonie, les ordinateurs. Donc tout ça, c'est fait aussi. On a des véhicules d'occasion pour ceux qui se déplacent en région et à Paris. Donc ça, ce sont des petits gestes qui sont des petites gouttes d'eau, mais qui vont dans la bonne direction. On a, pour donner aussi un autre exemple de choses que tout le monde peut faire, on a banni le plastique dans les bureaux, que ce soit sur la machine à café, qui est une machine à grains et pas à capsule, que ce soit sur la consigne pour la vente à emporter à midi pour tous les employés. Donc c'est des petits gestes. Maintenant, si je vais au fond du problème, je pense que le vrai changement d'échelle pour Phoenix, c'est quand on aura pivoté le modèle économique. Aujourd'hui, je vais y revenir, mais aujourd'hui, on est encore dans la curation. C'est-à-dire qu'il y a du gaspillage, il y a un gisement d'invendus, on est très fort pour le replacer et lui donner une seconde vie. Si on allait au bout du game, au bout du délire, il faudrait qu'on passe d'un modèle curatif à un modèle préventif. Et que donc, on arrête le gaspillage à la source. Et que donc, quelque part, on scie la branche sur laquelle on est assis. C'est un changement radical qui met en péril, sauf à faire un gros pivot de modèle économique, mais qui a aussi des répercussions pour tous nos partenaires, et notamment les parties prenantes associatives. Si demain je crée un service, un produit, un algorithme qui permet de réduire le gaspillage en le prévoyant par de la data par exemple, de faire en sorte que nos clients fassent de meilleures commandes, si on a moins de gaspillage, qu'est-ce que vont dire le Resto du Cœur, la Banque Alimentaire, les secours catholiques qui reçoivent des palettes et des camions entiers tous les jours? Que vont devenir mes salariés qui gèrent ces opérations, la logistique, etc. Donc on voit que même sur un petit exemple, où de l'extérieur la mission paraît très noble, et elle l'est, elle pourrait être encore 10 fois plus noble, mais il y a des conséquences très compliquées, très lourdes à mettre en place. Donc j'ai donné un point de vue concret, transparent. J'ai la chance d'avoir avec moi plusieurs entrepreneurs, on aura d'autres points de vue un peu plus globaux. On est entouré de 5 personnalités aujourd'hui. Une personnalité politique, Yannick Jadot, eurodéputé et candidat à l'élection présidentielle. On a le représentant d'une grande institution publique, Arnaud Leroy, qui préside l'Agence de la transition écologique, anciennement l'ADEME. On a Estelle Briklanov qui représente une grande entreprise privée, Veolia, et bientôt Veolia Suez. On a avec nous une personnalité experte, Michèle Papalardo, qui a été ancienne présidente de l'ADEME, qui a été ancienne directrice de cabinet de Nicolas Hulot, qui est actuellement conseillère en entreprise pour la transition écologique, et qui est également vice-présidente de la fondation Nicolas Hulot. Et ces 4 casquettes différentes nous intéressent toutes, on va y revenir. Et puis on a, pour finir, last but not least, Julia de Loom, Julia Faure, qui est une entrepreneur à impact dans le textile responsable. Donc on a un super panel, j'ai donné mon exemple, j'aimerais entendre au moins 2 autres exemples, celui d'un grand groupe, Veolia Suez, et celui d'une entrepreneur engagée, Julia. Pourquoi, comme je l'ai dit, ça paraît simple et pourtant ça prend des heures, c'est compliqué, des années, c'est lourd. Quelles sont les choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas en coulisses qui font que c'est une vraie transition, c'est très compliqué. Je commence, oui. Bonjour. Je crois que je suis ici presque à double titre, évidemment, en tant que citoyenne, avec mes enfants qui me disent pourquoi ça ne va pas plus vite, maman. Et puis évidemment, dans une grande entreprise qui est assez particulière, Veolia, parce qu'en fait, c'est notre métier, la transformation écologique. Alors, on n'est pas parfait, mais notre objectif, c'est de développer des solutions industrielles à apporter à des clients, que ce soit des collectivités, que ce soit des industriels, des petites ou grandes entreprises, pour les aider à réduire leur empreinte, polluer moins, économiser du carbone. Alors pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on ne va pas plus vite?
Je suis absolument convaincue que le sujet d'il y a quelques années, qui était celui de la prise de conscience, au moins ça c'est fait. Et je crois qu'on peut en être content. Alors c'est pas encore à 100%, mais je pense qu'on a passé ce cran-là. Donc le sujet maintenant, c'est de trouver des solutions, de les déployer et d'avoir de l'impact le plus vite possible, évidemment positif. Et pour y arriver, c'est simple, il faut que ça coûte plus cher de polluer et moins cher de dépolluer. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Dans les entreprises, ça reste encore une contrainte plus qu'une opportunité. Alors c'est déjà un peu une opportunité. On a des consommateurs qui préfèrent quelque chose qui est produit localement, qui pollue moins. Quand on embauche des jeunes, évidemment, ils sont très sensibles à ces arguments, mais à la fin, ça coûte quand même plus cher de polluer. Et donc, comment on peut arriver à faire en sorte que ça aille plus vite? Il faut que ça coûte plus cher de polluer. Et donc, ça, il y a évidemment tous les sujets de taxation du carbone dont on pourrait parler. Mais aussi moins cher de dépolluer. Et moins cher de dépolluer, ça veut dire trouver des solutions mettables à l'échelle, industrielles, déployables, qui fassent du sens, y compris économique, par exemple pour les industriels. Parce que si on leur dit c'est bien pour la planète, mais à la fin des fins, ça va coûter 3 fois plus cher, ça ne va pas le faire. Donc on a besoin d'industriels comme Veolia pour les solutions qu'on a déjà, les déployer partout dans le monde. Mais pour les solutions qu'on n'a pas, les trouver, investir dans la recherche, dans des idées, des pilotes, essayer, se planter, réessayer autre chose et petit à petit trouver les solutions qu'on n'a pas encore. Donc on a besoin d'industriels et de solutions. Si je vous prends un exemple, les véhicules électriques est une des composantes évidemment de tout ça. Alors on pourrait parler de l'électricité verte et autres, mais les véhicules électriques, il y a aussi des batteries dans les véhicules électriques. Et ces batteries, il faut du nickel, du cobalt, du lithium pour les produire. Et donc aujourd'hui, on en produit de plus en plus, et demain encore plus. Ça explose évidemment comme production, mais il va falloir les recycler. Il va falloir les recycler parce que, sinon ça aura un impact écologique très mauvais en termes de cycle de vie, mais il faut les recycler aussi parce que sinon on va finir par manquer de ce cobalt, de ce nickel, de ce lithium, et on va finir par se retrouver dans 10 ou 20 ans à ne pas pouvoir produire plus de véhicules électriques parce qu'on n'aura plus ces terres rares. Alors pour autant qu'on a la matière première qu'on peut dégager de ce recyclage. Sauf que c'est pas très simple de recycler des batteries de véhicules électriques. Il y a tout ça qui est mélangé, il y a de la logistique, il faut faire de l'hydrométallurgie, c'est compliqué. On a fait des pilotes avec Veolia, on s'est rassemblé avec Solvay, avec Renault pour trouver des solutions, faire des pilotes, investir. On a déjà un bout du chemin qui est parcouru, on va continuer. Et donc c'est des solutions industrielles pas trop chères qu'il faut qu'on trouve. Julia, le point de vue d'une entreprise à taille humaine en phase de croissance et avec des grosses convictions, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? J'aime bien qu'on utilise taille humaine pour dire tout petit, je trouve ça mignon. Non, si la question c'est pourquoi on n'arrive pas à respecter les accords de Paris, et dans le textile on est particulièrement mauvais pour ça, en fait on peut regarder l'industrie textile, depuis qu'on a conscience du réchauffement climatique et qu'il faut faire quelque chose, l'impact de mon secteur n'a pas cessé d'augmenter. Et alors, globalement, pourquoi le textile émet beaucoup de gaz à effet de serre? Globalement, parce qu'il produit beaucoup de vêtements. On produit et on consomme beaucoup plus de vêtements que depuis les années 80. Et si le textile voulait faire sa part, en tout cas dans les accords de Paris, il faudrait qu'il divise par 3 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Et globalement, dans le textile, divisé par 3 ses émissions de gaz à effet de serre, c'est divisé par 3 le volume de vêtements neufs qui sont produits chaque année. Alors, comment ça se fait qu'on produit autant? Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 80 pour que tout à coup on se mette à consommer 3 fois plus de fringues? Vous le savez, les fringues sont devenues pas chères. Et pourquoi les fringues sont devenues pas chères? Parce qu'on est parti les produire dans des pays qui protègent mal les ouvriers, voire les exploitent, et qui protègent mal la nature, voire la détruisent. Donc globalement, dans le textile, on sait ce qu'il faut faire pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Il faut, d'une manière ou d'une monde, empêcher l'afflux énorme de fringues qui sont produites en Asie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cet afflux? On peut mettre des quotas, on peut mettre des taxes, on peut faire tout ça. En tout cas, on peut faire toutes les choses qu'il faudrait faire. En tout cas, on ne les a pas faites et on n'est même pas en train d'entamer des procédures qui aillent dans ce sens-là.
Alors, qu'est-ce qu'on fait depuis 3 ans du coup pour réduire les gaz à effet de serre du textile? On compte sur le consommateur. On se dit, ah ben, non, on va pas réguler, on va plutôt espérer qu'il y ait des entreprises éthiques qui se développent, qui fassent les fringues bien, et du coup, le consommateur, comme c'est un mec intelligent et un mec sympa, eh ben, il ira acheter que chez Veja et plus jamais chez Nike, et on va résoudre le problème. Alors, c'est vrai qu'on a des Veja, des Patagonia, des 1083 qui se sont développés, mais je vous assure que pour un Patagonia, un Veja, il y a 1000 autres, Nike, H&M, Primark, Boohoo, et plus récemment, peut-être que vous n'êtes pas au courant de qui c'est, mais de l'ultra fast fashion comme Shine, etc. Donc je dirais même que ce pouvoir qu'on a essayé de donner aux consommateurs, il est complètement illusoire, ça ne marche pas, il faut des régulations, et même s'il y a des entreprises éthiques qui se sont développées, on peut faire le constat que plus il y a d'entreprises éthiques qui se développent, plus il y a d'entreprises éthiques qui marchent, plus le problème empire. Parce qu'en fait, il suffit qu'il y en ait un qui triche pour que les bonnes actions des autres soient réduites à néant. Et je dirais même que je pense qu'on sert de caution et d'alibi à un système. Je pense que les gens se disent, attendez, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de réguler? Puisque vous voyez qu'il y a des entreprises comme Phoenix qui se développent, il y a des entreprises comme Loom, comme 1083 qui se développent. Il suffit de le vouloir en fait. Je dirais que... Mes notes sont parties. Je dirais que de la même manière que nos efforts individuels, par exemple, pour arrêter de prendre l'avion, sont réduits à néant à chaque fois qu'il y a un Jeff Bezos qui part dans l'espace pour se faire kiffer, nos efforts individuels en tant qu'entreprise... c'est super en fait que tu essayes encore d'améliorer ton modèle et c'est super que 1083 essaye encore d'améliorer son modèle, mais à quoi ça sert quand il y a des mecs qui continuent à produire à l'autre bout du monde en polluant comme ils veulent, en exploitant de la main-d'œuvre ouïghour? Ça réduit à néant tous les efforts des entreprises éthiques. Donc il faut arrêter de compter sur le développement de filières vertueuses, il faut des lois. Il faut des lois qui empêchent de mal faire. Tant qu'il y en a un qui triche, tous nos efforts ne servent à rien. Merci beaucoup Julia. J'aimerais aussi entendre le point de vue d'Arnaud Leroy qui est à la tête de l'ADEME, a vu passer sur son dossier sur son bureau pas mal de dossiers de financement de la transition, un point de vue plus transverse. Qu'est-ce qui vous paraît manquer aujourd'hui? Est-ce que c'est des financements, de la volonté, un cadre réglementaire? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Bonjour à toutes et tous. Ce qui manque aujourd'hui, c'est aussi des projets, je pense qu'on peut se le dire. Là, on est dans une période où il y a quand même beaucoup d'argent qui circule et qu'on a besoin, et c'est un appel que je fais également, on a besoin sur le moyen long terme d'avoir des beaux projets, des projets qualitatifs, parce que ça c'est aussi une réalité, il y a des besoins d'avoir des porteurs de projets, des entrepreneurs, donc n'hésitez pas, ceux qui ne connaissent pas l'ADEME, c'est à 2 pas de chez vous, il y en a partout en France, y compris dans les Outre-mer, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes pour faire avancer le sujet. Donc les financements, j'ai le sentiment en tout cas qu'aujourd'hui, il y en a. Donc, et on s'est battu pendant des années pour qu'il y ait du pognon sur la transition écologique. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas trop se plaindre là-dessus. Par contre, ce qu'on peut faire en tant que, par exemple, un organisme comme l'ADEME, donc nous, on met pas mal de jus de cerveau aussi à disposition, parce qu'on a des services qui réfléchissent sur la prospective, par exemple. Qu'est-ce que ce sera la France et l'Europe de 2030, en 2050, par exemple, avec les contraintes qu'on connaît sur le climat, la biodiversité, la question des matières, dont on a assez peu parlé depuis tout à l'heure, la question des volumes de matière dont on aura besoin pour garder des niveaux de vie acceptables et qui soient démocratiquement choisis. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut aborder. Donc on fait ce travail de prospective, on fait de l'accompagnement de collectivités, notamment à travers des grands groupes aussi, par des délégations de services publics, des plus petites entreprises. Tout à l'heure on parlait de 1083, on essaie d'animer aussi l'écosystème, on travaille, et ça c'est important par rapport aux consommateurs, au développement des éco-labels alimentaires, éco-score alimentaire, dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps, le textile, qui est un petit peu en avance de phase et qui va progresser, avec des effets de bord aussi, on a souvent discuté avec Julia. Donc voilà, tout ce que fait l'ADEME. Après, on essaie aussi d'être un peu un poil à gratter, vis-à-vis de nos tutelles, donc le gouvernement et l'État plus généralement. Parce que je pense, à titre personnel, et je le dis en tant que président de l'ADEME, si on pense... Par exemple, on a eu un débat ésotérique sur la taxe carbone dans ce pays. Un débat qui a fui la Convention citoyenne, dont c'était peut-être une belle initiative, mais le débat qui a sous-tendu la création de la Convention citoyenne, c'est comment on fait accepter le coût de la transition. Et là, je suis content parce qu'on voit pas mal d'articles fleurir sur le fait de dire, les amis, ça sera pas un pavé et un chemin pavé de rose, la transition écologique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va coûter cher, il y aura de la casse et il faut l'anticiper et s'organiser en fonction.
Donc moi, ce que je dis par exemple sur cet aspect-là, si on croit qu'avec le jet de la taxe carbone, on va s'en sortir, on va mettre la France sur la route de sa propre trajectoire carbone, ce qu'elle a assumé dans des lois que j'ai votées quand j'étais parlementaire, qu'on a accéléré lorsque Michel notamment était aussi au cabinet de Nicolas Hulot. Si on croit qu'on va faire ça avec nos principes des finances publiques des années 80, à savoir la non-affectation par exemple, c'est un peu technique, mais c'est dans la suite du discours d'Emmanuel Faber, on ne s'en sortira jamais. Donc voilà ce que nous on essaie de faire aussi, c'est d'alerter sur peut-être la vétusté de la boîte à outils de la transition écologique. Si on veut avancer, aller plus vite, faire plus, il va falloir qu'on revoie notre boîte à outils. Merci pour ce point de vue. Yannick Jadot, vous avez entendu l'appel criant de Julien sur des régulations. Vous êtes eurodéputé, est-ce que ces histoires de quotas, de taxes se jouent à Bruxelles, à Paris? Quelle articulation, quel est votre point de vue là-dessus? Merci déjà de votre invitation. Ça démontre aussi par votre organisation, par votre existence, que il n'y a pas qu'un seul milieu des entreprises, que le débat a lieu aussi au sein des entreprises. Et c'est essentiel, on le voit évidemment à Bruxelles et à Strasbourg, on le voit dans le paysage politique, économique, et que ça c'est très important. Parce qu'il y a aussi des effets de seuil en matière de messages envoyés par le monde économique. Vous prenez l'exemple, et Arnaud en parlait, il parlait de la taxe carbone, moi je suis rapporteur pour le Parlement européen de l'ajustement carbone aux frontières. Aujourd'hui, vous le savez, les gros émetteurs de gaz à effet de serre en Europe sont soumis au marché carbone, mais bénéficient de quotas gratuits, et c'est évidemment largement critiqué par la Cour des comptes européenne, comme par tous les économistes. Ça n'est pas efficace de donner des quotas gratuits aux entreprises, parce que finalement, ça fait une rente, ça fait des profits indus, et ça n'augmente pas, ou en tout cas, ça n'accélère pas la transition nécessaire de la sidérurgie, des cimentiers, de la chimie, des engrais ou de l'électricité. Donc il faut évidemment aller plus vite. Mais quand on a fait ce rapport au niveau du Parlement européen, il était très clair qu'à partir du moment où on a une politique ambitieuse en matière de climat en Europe, il ne serait pas acceptable que les entreprises soumises à de nouvelles règles soient impactées, concurrencées déloyalement par des entreprises en dehors de l'Europe qui ferait du dumping climatique. Autre avantage de l'ajustement carbone aux frontières, c'est qu'on a des politiques climatiques qui ne s'intéressent pas qu'à la production, aux émissions sur le continent européen, puisqu'en intégrant les importations, on a une politique climatique qui s'étend à notre empreinte carbone. Troisième avantage, c'est celui, évidemment, de la réindustrialisation, de la relocalisation d'une partie de nos industries. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour le Parlement européen, il était plutôt évident qu'à partir du moment où on aurait l'ajustement carbone aux frontières, qui évite cette incitation à la délocalisation, il n'y avait plus de quotas gratuits. Eh bien, qu'est-ce qu'a proposé la Commission européenne sous la pression des lobbies et malheureusement aussi sous la pression du commissaire français breton comme du commissaire italien Gentiloni, c'est qu'ils vont faire et l'ajustement carbone aux frontières et les quotas gratuits jusqu'en 2035. Ce qui veut dire qu'on s'éloigne encore de la trajectoire Accord de Paris. Donc, si je prends cet exemple, c'est à la fois pour dire, à l'échelle de notre pays, comme à l'échelle de l'Union européenne, s'il y a volonté politique aujourd'hui, il y a suffisamment d'innovation, d'entreprises, d'expériences réussies pour démontrer que la transition écolo, ça marche. La question n'est pas d'inventer la transition écologique, il y a plein de secteurs où il y aura toujours de l'innovation. C'est, pour une bonne partie, elle existe, mais elle est en marge des politiques publiques. Le cœur des politiques publiques n'est plus occupé par ceux qui nient le dérèglement climatique, mais par ceux qui nient l'urgence climatique. Et qu'au fond, ça développe plein de stratégies, ce que j'appelle les stratégies d'évitement. On est conscient, on en parle, on fait des rapports, mais il y a un moment donné, comme c'est perçu comme un jeu de contraintes, on trouve toujours l'évitement
à faire dans le bon timing, à la bonne hauteur. Et donc, ce que nous devons faire, nous, responsables politiques, c'est pas d'écouter les lobbies les plus conservateurs, y compris parce que c'est une erreur économique, stratégique, industrielle. La question ne va pas être de savoir dans 10 ans si on fait des moteurs thermiques ou si on fait des moteurs électriques. La question, c'est de savoir qui fera les moteurs électriques. C'est pas le si, c'est qui. Et si nous avons à la fois l'ambition de lutter contre le dérèglement climatique à la hauteur des défis, et là-dessus on ne peut pas transiger. Si on a la volonté politique, on a aujourd'hui, ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, on a les alliés dans le monde économique pour aller vers les plus vertueux et pour être à la hauteur des ambitions et de nos responsabilités. Merci, merci. Donc on peut l'applaudir. Michel, vous avez été directrice de cabinet de Nicolas Hulot, autour duquel il y avait beaucoup d'attentes sur ces enjeux. Et vous avez vécu de l'intérieur, du coup, sa démission fracassante et son constat relatif d'impuissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous l'avez vécu, quelles sont les forces auxquelles vous avez été confronté et qu'est-ce que vous retenez de vos 18 mois au cœur du système, au cœur de la machine? Ça fait beaucoup de choses. Je vais essayer de reprendre les réponses en fait qu'ont fait les uns les autres parce que en fait je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit. Ma voisine de gauche a dit il y a une prise de conscience. Et comme je suis la plus ancienne de la table ronde, je peux le dire, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup progressé. L'existence du changement climatique, bon, il y en a quelques-uns qui continuent à dire non, mais enfin bon, voilà. En général, on l'a compris, on sait qu'il existe et on s'efforce de faire des choses pour lutter, pour faire la transition, comme on dit. Le constat, c'est quoi? C'est que c'est vrai, on progresse, c'est lent. Et c'est exactement ce que vient de dire Yannick. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence, mais on a fait des choses lentement, beaucoup trop lentement. On a perdu beaucoup de temps. J'en suis vraiment convaincu. Et comme le disait aussi Arnaud, on ne fait des choses qu'à condition qu'elles ne fassent pas trop mal. Hein. Il faut que l'écologie soit positive, il faut jamais être punitif, il faut que ça gêne pas trop, c'est vraiment ça, que ça perturbe pas, et on va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, je suis quelqu'un de très positif, et donc je vois quelque chose de positif dans ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on est en train de comprendre, et on va le comprendre malheureusement, je suis réaliste aussi, malheureusement beaucoup trop vite, c'est qu'on n'a pas du tout le temps. Et que les conséquences, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un changement climatique et il va se passer des choses. On nous a beaucoup dit, génération future, tout ça, donc ok, on s'en préoccupe parce qu'on est gentil. Non, c'est maintenant, les catastrophes, elles sont là, on n'en voit que le début du début, et vous voyez, si vous êtes un peu attentif, que ce début du début, ça commence quand même à faire bouger un petit peu les lignes et les médias, parce que dans tout ça, il y a aussi l'image que nous renvoient les médias, et quand je dis à nous, c'est à vous, entrepreneurs, mais c'est à vos clients, c'est bon, voilà, c'est à nos enfants, tout ce que vous voulez. Ces catastrophes, malheureusement, c'est elles qui vont nous faire réagir. On l'a vu avec le Covid, quand on s'est trouvé devant le problème, on a fait des choses qui ne sont pas de la transition. Ouais, je ne parle plus de transition. Il faut de la rupture, il faut de la révolution, il faut du basculement, comme dit Philippe de Sertine. Et je crois réellement, malheureusement, que c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent, peut-être dans les mois pour certains sujets, parce que quand on sera réellement, ce qui nous pend au nez quand même, mais pas loin, avec une agriculture qui ne sait plus ce qu'elle doit cultiver, à quel endroit et avec quoi, et qui ne pourra plus s'assurer, avec une grande partie de notre activité économique qui ne pourra plus s'assurer, puisqu'il n'y aura plus rien de prévisible. Si vous ne prévoyez pas, vous ne pouvez plus assurer. Si vous n'êtes plus assuré, il y a beaucoup d'investissements que vous ne faites plus. Les infrastructures, vous ne savez pas non plus lesquelles il faut faire et à quel endroit. C'est un bouleversement, mais tragique, mais vraiment qu'on n'arrive pas, en fait, je pense, on n'arrive vraiment pas à le concevoir, d'où
la raison à « mais pourquoi on ne fait pas les lois ?» On ne fait pas les lois parce que quand on essaye de les faire, et là je reviens avec Nicolas Hulot, quand on essaye de pousser les choses en se disant attention, il faut réagir tout de suite, il faut faire les lois effectivement qui vont mettre la pression qui va bien pour que les réactions soient les bonnes, vous avez effectivement, alors soit les entreprises qui se disent bon un jour il faudra peut-être faire quelque chose, mais enfin pour le moment tant que ça dure, on fait comme ça. Les citoyens qui se disent oui un jour on achètera moins, mais pour le moment bon c'est quand même à 3 €, je vais l'acheter, etc. Je vous fais pas un dessin, mais chose très positive. Ceux qui sont en train de travailler, parce que j'ai entendu aussi l'inquiétude dans la voix de Julia sur le thème, bon, nous on se casse la tête et pourquoi on fait tout ça finalement. Ceux qui font des efforts, ceux qui sont en train de préparer la suite, un jour ils vont être en avance. En tout cas, ils sont en train de préparer les solutions d'après, qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc, il faut bien sûr continuer à faire ce que vous faites. Et j'ai été très impressionnée par le résultat du sondage, où le résultat, c'est que ce sont les entreprises qui, dans votre résultat, sont les plus responsables. Pour moi, la responsabilité, elle est égale entre les trois, le gouvernement, les entreprises, les citoyens, parce qu'il n'y en a pas un qui peut vraiment décaler par rapport à l'autre. Il faut que l'ensemble se fasse, et ça se fait parce que progressivement, il y en a un qui avance, on montre qu'il y a des choses qui sont possibles, le citoyen comprend qu'il est en train de vivre quelque chose qui va être grave, que les entreprises proposent des solutions, et là, les politiques finissent par comprendre qu'il faut qu'ils bougent aussi. Alors en parlant d'entreprises et de citoyens et de décisions courageuses, prendre des mesures qui font mal, il y a un sujet en filigrane qui est évidemment très important et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question de l'emploi dans la transition. Donc création d'emplois et préservation. Il y a un peu deux familles de religions, ceux qui prêchent pour la création de nouvelles filières vertes qui seraient amenées à remplacer les filières existantes, et puis ceux qui penchent pour la transformation du tissu industriel existant. Est-ce que chacun, en 2 minutes, veut se positionner sur l'une ou l'autre des voies? Peut-être en commençant par Estelle. Réponse courte. Il faut absolument transformer l'existant et pas juste faire des nouvelles choses à côté. Si on veut avoir de l'impact, je crois que le mot essentiel, c'est l'impact. Il faut que ça compte, et que ce soit gros à un moment donné, l'impact positif. Donc il faut faire les deux. Deuxièmement, en termes d'emploi, c'est simple, je vais vous donner un exemple. Pour recycler quelque chose, il faut 8 fois plus d'emplois que pour l'enfouir dans une décharge. Donc ça crée des emplois. Alors après, c'est pas forcément au même endroit, avec exactement les mêmes gens. Donc il y a un sujet d'accompagnement, il y a un sujet d'anticipation, de formation, bien sûr. Mais globalement, ça crée des emplois. Qui veut rebondir? Julia? Moi, j'aimerais accentuer sur un sujet. Pour moi, la priorité, c'est d'empêcher de nuire. C'est vraiment, c'est transformer l'existant dans le sens empêcher ceux qui actuellement polluent de polluer. Or, aujourd'hui, on a un marché qui favorise les pires business models. Je vais vous donner un exemple dans le textile. Pour faire ce sweat à capuche qui est en coton bio au Portugal, ça coûte 30 € en coût de production. C'est de la bonne qualité, il est super et tout. Pour faire exactement le même au Bangladesh, c'est 3 €. Exactement le même, super qualité, coton bio, etc. C'est-à-dire que si je décide de délocaliser ma production au Bangladesh, et si ça coûte 3 € au Bangladesh, il ne faut pas se leurrer, c'est parce qu'on exploite des gens et parce qu'on relâche les déchets dans la voiture. Si je décide de délocaliser ma production au Bangladesh, j'ai un avantage compétitif. Et c'est comme ça en fait que le marché il est complètement grignoté par les gens qui vendent le moins cher et qui font les pires choses. Donc tant qu'on n'aura pas régulé ce marché, tant qu'on n'aura pas supprimé cette pérabiche, tant qu'on n'aura pas supprimé l'avantage compétitif à mal faire, créer des filières vertueuses, ça sera toujours des feux de paille, quoi. Ou non, justement des trucs qui s'éteignent tout de suite. Parce qu'en fait, on les perfusera un peu, ça vivotera, etc. Mais tant qu'il y a un marché qui favorise de manière aussi démentielle les mauvaises actions, c'est illusoire en fait de créer des filières vertueuses. Donc, pour moi, il faut supprimer la prime au vice. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ça vous coûte, je sais pas, 28 € d'importer un sweat à capuche qui est fait au Bangladesh, à partir du moment où à l'entreprise ça coûte 28 €, je vous assure qu'il va y avoir une transformation. Tout à coup ils seront là, non mais nous on adore le Made in Portugal, c'est vraiment notre truc comme ça, mais vraiment produire dans des conditions horribles en Chine, mais comment on oserait faire ça? À partir du moment où vous taxez les gens, naturellement les entreprises se transforment, les filières vertueuses vont se créer et vous verrez émerger toute une industrie du Made in France. Arnaud, quelle est la doctrine à l'ADEME? C'est réindustrialisation ou nouvelle filière verte?
Sur la réindustrialisation, bah moi je partage, je pourrais dire idem, ça sera court la réponse. Je ne pense pas qu'il faille opposer une nouvelle filière. On aura des nouveaux besoins qui seront pourvus par des nouveaux biens, donc d'innovation, de nouvelles matières, de nouvelles façons de faire. Il y a l'innovation technologique, il y a l'innovation organisationnelle. On voit très bien, il y a des nouveaux modèles d'affaires qui apparaissent basés sur l'usage, non plus sur la propriété, qui peut être aussi une réponse éventuellement pour le textile d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut pousser, ça marche d'ailleurs, c'est économiquement rentable. Et à côté de ça, la grande masse, on le voit très bien aujourd'hui, il y a un grand débat qui agite beaucoup dans notre pays, c'est l'automobile. On voit très bien la casse que ça va générer, notamment le passage graduel à l'électrique. Il faut accompagner, parce que le sujet c'est aussi l'équilibre du territoire. On a la chance d'être un pays quand même assez ramassé, assez petit, et on a vu que dès qu'on bouge certains curseurs, dès qu'on ne met pas à jour les outils d'accompagnement, c'est ça aussi, mettre à jour les outils d'accompagnement. C'est bien beau d'avoir de l'ambition. Derrière, je vous l'ai dit, si on garde les mêmes recettes que dans les années 80, c'est fini, on n'est plus du temps de Mitterrand. Il faut faire une touche reset et il faut mettre des choses à jour en termes de politique publique. Il y a un mot dont on n'a pas parlé, là on parle beaucoup d'atténuation. L'urgence pour moi, et c'est pour ça que j'ai créé une direction à l'ADEME, c'est l'adaptation. Ça va aller beaucoup plus vite. Les besoins d'adaptation du milieu agricole dont on parlait tout à l'heure, du milieu industriel de nos villes, donc les métiers qu'il va falloir développer, c'est l'adaptation. C'est des nouvelles formations également et il faudra faire muter, je pense, beaucoup de personnes. Après, il ne faut pas non plus effrayer. Quand on voit, et je parle parce que Yannick est là, il faut qu'on fasse attention aussi dans les signaux qui sont envoyés. Il y a un grand débat sur l'agriculture. Nous, à l'ADEME, par exemple, on regarde comment on peut robotiser l'agriculture pour aller désherber de manière mécanique. Parce qu'on voit très bien qu'on ne va pas remettre des gens dans les champs. On peut le dire, peut-être dans un effet de tribune. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas à grande échelle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc c'est ça aussi qu'il faut faire attention, notamment quand on veut construire une vraie transition. Je vois Yannick Jadot qui hoche de la tête. Vous êtes en désaccord sur la dernière affirmation, sur les gens dans les champs? Non, si la question c'est de pratiquer l'agriculture d'il y a 200 ans, c'est une évidence. Qu'il y ait beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veuillent s'installer en agriculture, qui n'ont pas accès au foncier, parce qu'on est dans une logique, ce que certains paysans appellent le cannibalisme. Au fond, les outils de politique publique, les financements publics poussent à toujours grossir, à toujours grandir et donc à bouffer son voisin. Donc on est quand même aujourd'hui encore dans une agriculture où on est mieux rémunéré grâce à l'argent public quand on pollue que quand on ne pollue pas. Ça, c'est les enjeux. Ça, c'est vraiment les enjeux de responsabilité politique. Sinon, l'enjeu n'est pas d'opposer l'un à l'autre. Prenons un exemple. Moi, j'ai été défendre les salariés des usines Ferropem. C'est en Savoie, en Isère. Les usines Ferropem font du silicium. Le silicium, on en a besoin pour le photovoltaïque, on en a besoin pour les batteries, on en a besoin notamment pour les aciers haute performance et on aura besoin d'avoir des aciers zéro carbone. Donc c'est un maillon de la chaîne. Ce n'est pas le maillon final, mais c'est un maillon de la chaîne. Et aujourd'hui, ces usines sont en train de fermer. Et de où on va importer le silicium? Comme le textile, du Xinjiang. C'est en faisant bosser les Ouïghours dans des conditions d'esclavage qu'on va récupérer le silicium sur une filière d'avenir. On a déjà, moi je m'étais battu quand j'étais au Parlement européen pour mobiliser l'Europe contre le dumping chinois sur le photovoltaïque. Il y a eu des centaines de milliers d'emplois perdus dans notre pays sur le photovoltaïque parce qu'à un moment donné on est complaisant vis-à-vis de la Chine parce qu'on pense toujours que le continent chinois est un Eldorado commercial. Encore il y a quelques mois, l'Europe a signé un préaccord d'investissement avec la Chine, au moment où il y a un génocide contre les Ouïghours, et au moment où on est en train de lâcher nos filières d'avenir. Regardez ce qui est en train de se passer en Afghanistan. Pourquoi la Chine est complaisante vis-à-vis des talibans? C'est pour pouvoir continuer à taper sur les musulmans en Chine d'un premier côté, et c'est pour récupérer le lithium. Et donc il nous faut, nous, retrouver aussi de la souveraineté, et la souveraineté, c'est pas simplement le panneau assemblée. La souveraineté, c'est le silicium et la construction des cellules, innovation et la production du panneau. Donc on doit absolument retrouver cette souveraineté-là. Donc c'est une nouvelle politique industrielle. Et comme tu l'as dit, une politique industrielle, ça se protège. Il n'y a pas de raison que l'Europe soit la seule entité commerciale mondiale qui ne se protège pas. Le protectionnisme tel que je le conçois, ce n'est pas le protectionnisme du nous contre eux.
C'est le protectionnisme qui empêche le dumping climatique. Le climat, c'est bon pour tout le monde. Il n'y a aucune raison qu'on continue à importer des produits venant de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale. C'est la protection des salariés ici, c'est la protection des salariés là-bas. Encore faut-il, encore une fois, un peu de volonté politique. Investir sur la sobriété dans nos bâtiments, c'est être moins dépendant de la Russie. Investir sur notre souveraineté industrielle, sur les énergies renouvelables, c'est être moins dépendant de la Chine. Donc, au fond, c'est à la fois créer de l'emploi, c'est rééconomiser ou relocaliser l'économie sur nos territoires, c'est de l'emploi de qualité à côté de chez soi. Et quand on a de l'emploi, on a des services publics. Quand on a des services publics, on a de la culture. Quand on a de la culture, on a de la démocratie. Et on n'a plus de problème d'extrême droite dans ce pays. Merci beaucoup. C'est le moment des questions-réponses avec le public. Exactement, merci à tous. Il y a beaucoup d'interactions sur le Klaxoon, beaucoup de questions, notamment des questions autour de la traçabilité, de la transparence. Il semble y avoir une forte demande de transparence, de traçabilité de la part du consommateur. Néanmoins, les choses n'avancent pas suffisamment vite et il y a encore beaucoup de greenwashing. Alors, comment expliquez-vous cela et que peut-on faire ? Je laisse la parole à qui veut. Moi, je veux bien répondre parce qu'on est en plein là-dedans avec l'ADEME et je peux vous dire qu'on s'arrache les cheveux. Donc j'ai de la chance, j'en ai encore quelques-uns. Mais je crois qu'il faut... alors moi, je partage ce besoin de transparence. Après, il y a la question des méthodologies. Et je vais vous donner un exemple tout bête. La loi AGEC qu'on a votée en avril 2020 prévoit l'affichage alimentaire, donc l'affichage l'éco-score sur les aliments. Donc les aliments, on va dire, finis. On a travaillé avec l'INRAE, ça fait 10 ans que l'ADEME développe une base de données, donc on a l'impact carbone de tout ce qui sort d'une ferme. On a travaillé pour arriver jusqu'au produit fini. C'est très robuste et ça vient alimenter les travaux et des outils que vous connaissez comme Yuka et d'autres. On s'est rendu compte que si on prenait que l'aspect carbone, on favorisait le bœuf brésilien ou le bœuf canadien par rapport au bœuf qu'on fait... qui pèse au large des collines d'Auvergne. Donc voilà, donc il faut qu'on arrive à trouver des éléments de pondération. Par exemple, tout bête, la pâture d'Auvergne, c'est un puits carbone massif et important qu'il faut protéger. Sans élevage, on a la conviction qu'on n'aura plus de pâturage parce qu'on aura demain du délaissé agricole qui est beaucoup moins captant en carbone. Donc, par exemple, pour développer cet éco-score en termes de transparence, il faut pondérer sur la question de l'eau, la question de la biodive, et j'en terminerai par là. Et là, on est beaucoup moins riche et beaucoup moins robuste en méthodologie. La question, c'est si on veut faire quelque chose qui fonctionne, qui inspire la confiance et où il n'y a pas de tricheur, comme disait tout à l'heure Julie, il faut qu'on soit robuste dans les méthodologies et ça prend un peu de temps à développer. D'où ce petit retard. Je voulais compléter la réponse sur est-ce que les consommateurs, ils ont du poids, en fait, un peu la question, avec un exemple qui est celui du recyclage du plastique, et notamment des bouteilles en plastique. Pendant des années, on a voté des lois dans différents pays, on a fait des choses, ça s'est amélioré, j'ai envie de dire, à petite vitesse. Et ça s'est accéléré massivement il y a 2-3 ans. Quand les consommateurs ont vu des films qui voyaient de tortues avec des pailles dans le nez, si je me souviens bien, et ainsi de suite, enfin ça dépend des pays, et qui ont pris conscience du sujet, du plastique dans les océans, et ainsi de suite, et qui sont venus en se disant « Ah, mais attendez, je ne peux plus acheter autant de bouteilles de plastique », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'un cas dans lequel on a besoin, mais... Et donc, on a vu apparaître les gourdes, les machins, et des besoins de recyclage de plastique. Et après, et ça... Tout d'un coup, la trajectoire, elle a fait comme ça. Et on s'est retrouvé du coup avec des producteurs d'eau en bouteille qui sont venus nous voir en nous disant mais on a besoin de 10, 20, 50 fois plus de plastique recyclé aussi. Et nous, ça nous a permis de monter des filières encore plus vite parce qu'on avait les solutions industrielles, parce que ça faisait 10 ans qu'on les avait travaillées et qu'on avait investi dans la R&D. Et donc, cette espèce de prise en masse, d'accélération, elle s'est faite quand il y a eu des lois, des consommateurs qui ont eu la prise de conscience, des industriels comme nous pour offrir les solutions, et il y a eu une cristallisation qui était assez impressionnante. Michel, vous voulez compléter? Merci beaucoup pour cette réponse. Oui, parce que sur tous ces sujets-là, en fait, pour que ça avance, il ne faut pas simplifier. C'est comme l'a dit Alain,
quand on simplifie, c'est là qu'on fait du greenwashing, parce qu'il suffit que quelqu'un prenne un seul des indicateurs et vous en fasse toute une histoire, et puis derrière il a fait des bêtises et puis on le voit pas. Quand j'étais à l'ADEME, donc il y a très longtemps, on avait commencé à travailler sur ces sujets-là, et pour les mêmes raisons, on avait baissé les bras. Donc j'espère que cette fois-ci on va progresser, bravo en tout cas. Mais ça veut dire qu'il faut expliquer, il faut que, et je pense que les consommateurs sont, pour une partie, on est d'accord, attentifs et qu'ils veulent essayer de comprendre. Et il ne faut pas essayer de leur dire c'est tout simple, il y a la solution géniale. Non, il faut qu'ils comprennent. Ben, voilà les explications qu'a donné Arnaud. Voilà, il n'y a rien de simple. Il faut savoir quels sont les critères qui nous intéressent, ceux qu'on veut mettre en avant, et expliquer pourquoi c'est difficile. Deuxièmement, il faut que ce soit effectivement transparent. Tout ce qui va aller dans l'obligation, parce que ça, si c'est pas une obligation, ça marchera pas, dans l'obligation de dire ce qu'on fait, son empreinte carbone, où sont les chiffres, etc., c'est le moyen que la société civile, et notamment les associations, puissent réagir en disant bah non, ils vous racontent n'importe quoi, et puis que les uns et les autres se surveillent un minimum et évite qu'il y ait des gens trop roublards qui racontent n'importe quoi. Donc c'est une contrainte globale qui peut arriver à faire avancer, progressivement, on est bien d'accord, hein, sur ces sujets-là. Explication, formation, pédagogie, transparence. Et puis que tout le monde se mobilise pour lire les informations qu'on donne, parce que ça c'est pas toujours le cas, et pour réagir quand c'est pas les bonnes. Je crois qu'on peut terminer la table ronde. Est-ce que tu veux t'exprimer, Julien? Non. En tout cas, Yannick Jadot souhaiterait donner un complément d'information. Oui, deux exemples très courts. Au Parlement européen, en Europe, on a légiféré sur ce qu'on appelle les minerais de sang. Ça a été évoqué, un certain nombre de minerais qui sont extraits en Afrique centrale et qui donnent lieu à des bandes organisées, des milices, des guerres civiles et des persécutions, des oppressions dans certaines régions d'Afrique centrale. Sur l'exemple américain qui avait mis en place le Dodd-Frank et qui oblige à une traçabilité complète jusqu'à celui qui fabrique le smartphone de dire d'où viennent les minerais indispensables, est-ce qu'ils ont été exploités dans de bonnes conditions. Au Parlement européen, on a été à mi-chemin, on a obligé à la traçabilité des producteurs sur place, mais pas en aval. Tout ça pour dire que, au fond, encore une fois, le régulateur, le législateur peut parfaitement mettre en place des systèmes efficaces. Et avec le développement des blockchains, on peut quand même arriver à avoir des systèmes assez précis, très contrôlés, de supervision des modes de production. Mais deuxième exemple, qui est complètement à l'inverse et qui dit là aussi la responsabilité ou l'irresponsabilité des pouvoirs publics. On a beaucoup parlé agriculture. Il y a un label en agriculture, ça s'appelle l'agriculture biologique. Et malheureusement, en France, il y a un autre label qui va bénéficier d'autant d'argent que l'agriculture biologique. C'est le label porté par la FNSEA qui s'appelle la haute valeur environnementale. C'est totalement pipeau. C'est juste, ça va valider largement les pratiques actuelles, mais en faisant croire aux consommateurs et aux citoyens qu'on est en train d'agir pour une agriculture responsable et durable. Et bien voilà comment le régulateur peut à la fois être un acteur d'une mise en perspective durable, pérenne, respectueuse des femmes et des hommes, ou un acteur un peu pervers de la régulation, où on essaye plutôt de bluffer ou de blouser le consommateur et le citoyen. Merci beaucoup et merci à tous pour vos réponses. Beaucoup de questions du public tournaient justement autour du greenwashing, de la transparence. Donc merci pour votre éclairage. Je vous propose qu'on passe aux propositions. Est-ce que Jean, tu es OK pour nous présenter très brièvement les propositions qui vont apparaître en grand écran? Et vous, public, je vais vous inviter à retourner sur Klaxoon. Cette fois-ci, vous connaissez la musique. Il va falloir prioriser et choisir la proposition qui vous semble la plus importante à pousser.
Alors les propositions, elles sont, moi je vais faire deux choses. Elles sont écrites au tableau ici sur l'écran, donc je ne vais pas les redécrire. Je vais plutôt proposer à chacun de se positionner et dire laquelle est sa favorite et pourquoi en une phrase. Si vous deviez vous positionner les uns les autres en commençant par le bout du panel, est-ce que vous choisiriez la mesure de la publication de la mesure, l'agence contre le greenwashing ou l'EcoScore, Planet Score sur le modèle du Nutri-Score? Et pourquoi? Alors voilà, une pour une raison d'impact, parce que je pense que c'est celle qui aura le beaucoup plus d'impact. Merci. Aucune de celles-là, il faut que ça coûte plus cher de polluer et moins cher de dépolluer avec des industriels qui trouvent les solutions équivalentes. Très clair, comme on dit chez moi. Je suis d'accord avec les deux, j'ai le droit. Effectivement, la bonne, elle n'est pas dedans. Et s'il faut vraiment choisir la bonne, c'est la première. Parce qu'on peut le faire, on sait le faire. Et ça oblige. C'est surtout le plan d'action qui est important, bien entendu. Et le plan d'action avec 3 enjeux, juste, je pense que c'est pas vraiment ça le sujet. Vous êtes là sur un plan d'action, sur le fonctionnement de l'entreprise et pas sur son process. Donc je pense qu'il faut avoir un plan d'action qui aille beaucoup plus loin pour qu'on aille beaucoup plus profond dans l'empreinte carbone. Merci. Et je suis absolument contre le greenwashing et l'agence. Un truc de plus, un machin de plus, non. Ok, entendu. Julia? Alors moi, évidemment, je suis pour l'instauration de toutes les taxes possibles qui permettent Team malus. Ouais, non, des taxes ou des interdictions de mise sur le marché, enfin des trucs forts. Enfin, t'as un truc qui est produit par des esclaves, il rentre pas sur le marché français. Là, c'est des trucs comme ça. Mais j'avoue que l'agence de lutte indépendante contre le greenwashing, même si ça marche pas, ça me rend tellement dingue au quotidien d'avoir les mecs qui disent ouais, on fait non, et on plante 2 arbres. Ou non, mais l'emballage est en plastique recyclé. Et c'est là, mais c'est nul. J'aimerais bien qu'il y ait une agence qui dise c'est nul et que ce soit pas seulement moi. Voilà. Merci. Juste pour rebondir et redonner un retour d'expérience, nous on a 2 dispositifs chez Phoenix qui nous aident. On a ce qu'on appelle une carotte et un bâton, et les deux sont complémentaires. La carotte, c'est qu'il y a une fiscalité incitative qui incite les grands industriels et les distributeurs à gérer intelligemment leurs invendus. Et puis il y a le bâton, c'est-à-dire le côté gendarme. Il y a une loi anti-gaspillage alimentaire qui a été votée en 2016 et qui interdit purement et simplement la destruction et la javelisation des invendus dans les magasins. Donc je vois bien l'effet que peut avoir pour une entreprise une régulation forte, même si elle n'est pas toujours appliquée après dans les faits. Ça crée au moins un écosystème et une tension qui fait que les gens se bougent. Yannick Jadot, votre proposition phare en une phrase. Normalement, sur le greenwashing, il y a des institutions publiques qui sont censées regarder qu'il n'y ait pas y compris de publicité mensongère. On aurait pu aussi tout simplement interdire, par exemple, la publicité pour les SUV. Ça relève de la régulation, il n'y a pas besoin d'attendre une agence de lutte indépendante contre le greenwashing. Non, moi c'est plutôt la mesure 1. Pour moi, il ne peut plus y avoir aujourd'hui 1 euro d'argent public qui aille vers l'économie et vers les entreprises, qui ne soit pas conditionné notamment à la question du climat. Et à partir de là, vous conditionnez les marchés publics, vous conditionnez le crédit impôt recherche, vous conditionnez toute une série de soutiens de l'État aux entreprises et à l'économie, en imposant évidemment un plan d'action de décarbonation. Et puis, vous donnez du pouvoir aux salariés pour que dans l'entreprise, ils contrôlent qu'effectivement l'argent public est bien utilisé avec les responsables de l'entreprise. Et ça fera basculer l'économie très très vite. Aujourd'hui, malheureusement, vous le savez, l'argent public continue davantage à financer ce qui est plus polluant, davantage à financer ce qui est gros, plutôt que ce qui est petit et intelligent. Merci. Merci à chacun pour vos réponses. Je vous propose de découvrir le résultat du public. Et alors, avec une large avance de plus de 75%, le public voit comme prioritaire de rendre la mesure... Vous avez un sacré taux d'abstention aussi ici, non? Les élections sont truquées. Ça ressemble à la politique, on dirait. Hein, on dirait des régionales. On est en Russie, là, ou quoi là? Même moins que les régionales. Il n'y a pas 474 personnes dans la salle. C'est le nombre de personnes connectées depuis le début de la matinée. Du coup, il y a eu un petit peu de... Ouais, la politique, c'est pareil. Les gens déconnectent des fois. Jean, est-ce que je te laisse réagir face à ce résultat et puis peut-être conclure la table? Bien sûr, avec plaisir. En gros, vous avez été convaincus, la proposition 1 l'emporte largement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on l'aperçoit, nous? Parce qu'on l'a co-développé avec les acteurs du mouvement Impact France. Souvent, quand une entreprise se présente, elle dit son chiffre d'affaires et son nombre de salariés. Et ben, on aimerait que dans la même parenthèse ou dans la même phrase, on dise chiffre d'affaires, nombre de salariés et impact carbone.
Comme ça serait très visuel et les gens pourraient faire leur choix en conscience, en tant que salarié, en tant que consommateur, en tant que financeur. Donc voilà où est-ce qu'on veut arriver, à mettre cet indicateur carbone au même niveau que les indicateurs de flagornerie qui peuvent être le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires d'une boîte. Et tant mieux si ça vous embarque et si ça vous porte. Merci à tous en tout cas. Je ne sais pas s'il y a une déclusion autre. Vas-y, Je voudrais juste rajouter un truc, parce que là, effectivement, ça peut sembler un peu décourageant. On dit, ah, il faut faire ça et tout, et pourtant on fait rien. Je voulais vous dire que dans le textile, il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Il y a plusieurs acteurs, plusieurs centaines d'acteurs économiques du textile, donc des marques, des industriels, qui se rassemblent en ce moment autour d'un mouvement qui s'appelle En Mode Climat. Vous pouvez regarder le site enmodeclimat.fr. Et c'est une sorte de lobbying, non pas pour nos intérêts économiques propres, mais un lobbying pour l'intérêt général, et on essaye de pousser, en tout cas le gouvernement, les décisionnaires, à faire une régulation. J'ai cru que j'étais censure, à faire une régulation justement pour que l'industrie textile reste sous les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Donc voilà, donnez-nous de la force, et si vous pouvez, convaincre d'autres marques, d'autres industriels, d'autres acteurs du textile de nous rejoindre, surtout des gros, s'il vous plaît. Merci. Merci à chacun d'entre vous, et nous terminons à l'heure cette table ronde. Donc merci à tous nos intervenants pour ce riche débat. Et nous, cher public, on se retrouve dans 5 minutes. Petite pause de 5 minutes pour changer de salle. Et on se retrouve dans 5 minutes ici pour la suite avec une table ronde sur la finance. À tout de suite.